Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG Politique, le nouveau rendez-vous de Télé Grenoble. 40 minutes en tête-à-tête avec ces élus du territoire qui font des choix politiques qui nous impactent dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Barbier, le président LR du département de l'Isère, qui est notre premier invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter les premières. C'est toujours un exercice sans filet, puisque on teste notre nouveau format d'émission. Vous êtes à la tête du département, Jean-Pierre Barbier, depuis 2015, un département qui avait été dirigé avant, pendant 14 ans, par la gauche socialiste. Vous avez été réélu en juin dernier pour un deuxième mandat, un bail de pratiquement 7 ans. Habituellement, les départementales, ça dure 6 ans. Pourquoi vous jouez les prolongations sur ce écoutez, mandat ? C'est pas nous qui le décidons, hein. C'est une décision du gouvernement qui a décidé d'allonger la durée de ce mandat pour éviter qu'en 2028 ou en 2027, nous n'ayons été en même temps que les élections présidentielles. Donc en fait, on sera décalé d'1 an par rapport aux élections présidentielles. C'est simplement pour éviter l'embouteillage électif de 2027. Ce sera en 2028, vous êtes tranquille jusque-là. Écoutez, oui. Vous aurez 68 ans en 2028, ce sera... écoutez, si vous commencez, écoutez, pour le moment, je le commence. Donc, on va déjà essayer de le terminer et puis ensuite, on verra. Alors, l'élection s'est déroulée au mois de juin, une élection que vous avez gagnée assez largement. 20 cantons sur les 29 que comporte l'Isère ont été gagnés par des élus qui vous soutiennent, qui soutiennent votre majorité. J'imagine que c'est un encouragement à poursuivre la politique que vous avez menée pendant 6 ans. C'est comme ça que vous l'avez perçu ? Complètement. Je pense qu'on a été élus dans des conditions particulières, mais avant tout et surtout par rapport à notre bilan, hein, parce que les 6 années que nous avons passées au département, nous avons énormément travaillé pour changer et sur le fond et sur la forme aussi. Je crois qu'il y a eu les deux choses qui ont été importantes. Et puis aussi, on a la chance d'avoir des équipes qui se sont renouvelées. On a eu 50% de renouvellement des conseillers départementaux. Il y a des gens qui sont spontanément venus nous voir pour travailler avec nous. On a eu un soutien massif des élus locaux et c'est ce qui explique un vrai succès. Il y en a 3 cantons de plus, à minima, hein, j'allais dire, sur le département. 20 cantons, c'est une belle majorité. C'est ce qui va nous permettre de travailler maintenant sans se dire qu'on va faire un copier-coller, sans se dire qu'on va reprendre les mêmes politiques. On va continuer dans le même esprit de dialogue, de concertation, de travail, de sérieux, mais on va profiter aussi de ce mandat pour voir ce qui a fonctionné, voir ce qui a moins bien fonctionné, et puis tracer des nouvelles pistes avec la nouvelle majorité. Le département de l'Isère, c'est un budget important, plus d'1 milliard... 1,6 milliard. 1,6 milliard d'euros. Est-ce que d'ailleurs ce budget a été impacté, mis en difficulté par la crise sanitaire ? Non, absolument pas. Le département de l'Isère est bien géré depuis 6 ans. Et même auparavant, soyons honnêtes, mais depuis 6 ans, on a un département qui est bien géré dans la mesure où nous avons fait énormément d'investissements pendant le mandat. Hein, ça a été... un nombre de projets impressionnants, beaucoup d'investissements, mais aussi des efforts sur le fonctionnement, des économies de fonctionnement, ce qui fait que la santé financière du département n'a absolument pas été impactée par la crise. Vous dites que ce ne sera pas un copier-coller du premier mandat. Quelle va être la ligne directrice de ce second mandat ? C'est difficile d'avoir qu'une seule ligne directrice. Sur des politiques qui sont tellement diverses. Hein. Sur 1,6 milliard, vous avez la moitié du budget qui est consacré aux politiques sociales. Vous avez des politiques de solidarité territoriale. Voilà, la seule ligne directrice qu'on a au département depuis 6 ans, c'est de vraiment mettre l'accent sur ces solidarités. Solidarité sociale et solidarité territoriale, avec cette même volonté de dire que chaque euro dépensé, chaque euro d'argent public dépensé doit être bien utilisé. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Alors vous aviez fait campagne sur un slogan, 10 engagements à réaliser dans les 100 premiers jours du mandat. Alors on n'est pas encore aux 100 premiers jours, mais vous avez déjà mis en place certaines mesures, notamment à la rentrée scolaire, avec le prix de la cantine qui a baissé pour l'ensemble des collégiens isérois. Oui, le prix de la cantine que nous avons passé à 2 € pour tout le monde, quels que soient les revenus des parents. Ça a été aussi une décision politique forte de dire que pour les parents, pour les collégiens, eh bien, le menu sera à 2 €, quels que soient les revenus des parents.
tout en conservant bien évidemment la qualité des repas, la quantité des repas, tout en éduquant les jeunes au bien manger. Donc ça, si vous voulez, ça a été une mesure forte qu'on a mis en place de manière très rapide, parce que quand on est élu au 1er juillet, il fallait mettre ça en place pour le 1er septembre. Merci aux agents du département, merci aussi à l'Éducation nationale qui nous accompagne là-dedans, c'est pas simple. On a voulu la deuxième mesure, toujours à destination des collégiens et des parents et du pouvoir d'achat des Isérois, eh bien, c'est la licence sportive sur laquelle nous prenons 50% des licences sportives. Alors, c'est la licence, c'est l'adhésion club et c'est les cours obligatoires, ce qui fait que tout ceci peut aller jusqu'à 100-150 euros de pris en charge par le département pour les familles. Alors, une aide, pouvoir d'achat des familles, mais aussi une aide pour les clubs sportifs qui ont souffert pendant la crise Covid, avec l'année dernière des parents qui avaient inscrit les enfants et qui, au final, se sont vus par des mesures de confinement. Enfin, les enfants n'ont pas pu suivre les activités sportives. Donc, certaines familles ont pu avoir cette même réticence. Donc, en les aidant financièrement, on espère qu'ils vont franchir le pas, inscrire les enfants et puis faire redémarrer les clubs qui en ont bien besoin aussi. Sur les cantines, avant, le prix du repas dépendait du revenu des familles. Voilà, du quotient familial. Alors, le prix du repas s'étalait entre 4,30 € et 2,30 €. Donc, c'est-à-dire qu'avec un menu à 2 €, même ceux qui payaient 2,30 €, même ceux qui avaient un quotient familial le plus défavorable pour ce qui concerne leurs revenus, eh bien, étaient à 2,30 €. Donc, tout le monde y gagne. Et bien évidemment, on a toujours les dispositifs qui permettent de prendre en charge ceux qui ne peuvent même pas payer les 2 €. Mais vous savez, on a des retours très, très positifs là-dessus. Moi, j'ai fait la rentrée des collèges. D'ailleurs, l'ensemble des conseillers départementaux de la majorité ont visité beaucoup de collèges. On a des retours très positifs, y compris de la part du corps enseignant, avec des jeunes qui, auparavant, ne venaient pas au repas de midi dans les collèges, donc qui s'égayaient un peu dans la nature, qui ne participent pas aux activités éducatives entre midi et 2. Et là, ils voient ces jeunes revenir et ils nous disent que c'est un vrai plus. Donc moi, j'en suis heureux. On constate une augmentation pour le moment de 5% de la fréquentation de nos cantines, ce qui est sur quoi on peut faire face sans problème. C'est une mesure au global qui va coûter entre 7 et 8 millions d'euros au département, puisque le coût du repas ne va pas baisser. Le coût de production est à un peu plus de 7 €. Voilà, ça a coûté 7 à 8 millions d'euros au département, mais c'est 7 à 8 millions d'euros de pouvoir d'achat en plus pour les familles. La ville de Grenoble qui gère les cantines des écoles primaires impose 1 à 2 repas végétariens sur une semaine. Est-ce que c'est une voie dans laquelle vous voulez aller aussi pour réduire la consommation de viande ? Absolument pas. Absolument pas. Moi, je n'irai pas dans cette voie-là parce que je considère que l'éducation alimentaire doit se faire par d'autres biais. Nous servons 4 repas par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en demi-pension. Si les parents veulent avoir cette philosophie du végétarien, pourquoi pas. Si les enfants souhaitent avoir un menu purement végétarien au collège, ils peuvent y accéder parce qu'il n'y a pas d'obligation de prendre de la viande. Il y a des légumes, ils font leur choix. Ils font leur choix. Oui, moi il faut qu'on arrête d'imposer des choses. Le végétarien, il y a des gens qui souhaitent être végétariens, il y a des gens qui souhaitent faire quelques menus dans la semaine végétariens. Très bien, ils ont toute l'attitude de le faire chez eux. Au niveau du département, moi, je n'imposerai pas ça. Ce repas à 2 €, ça va aussi pour les collèges privés du département ? Alors non, c'est une interrogation de la rentrée où on a été interpellé par les collèges privés qui disent oui, mais nous et nos enfants. C'est une interrogation légitime. Moi, je regarde les choses. Vous savez, sur les collèges privés, on est encadré par la loi Fallou, qui limite notre capacité à les aider sur l'investissement. Moi, j'étais au maximum de ce qu'on pouvait faire sur l'investissement. Aujourd'hui, on n'est pas complètement au maximum sur ce qu'on fait sur le fonctionnement. Donc, on va regarder. Je vais regarder ça avec ouverture avec eux et puis on verra si on peut aller dans le même sens. Moi, j'ai essayé d'avoir une attitude équitable entre le public et le privé parce que les enfants qui vont dans le privé ont des parents. Ces parents payent des impôts aussi et donc leurs demandes doivent être prises en considération. Il y a à peu près une centaine de collèges en Isère. Plus de la moitié de ces établissements sont équipés de vidéosurveillance. Pourquoi pas tous Très simplement parce que je ne l'ai pas imposé. On a souhaité une nouvelle fois être dans le dialogue.
pour que nous puissions installer de la vidéosurveillance ou vidéoprotection dans les établissements, eh bien, nous demandons au conseil d'administration. Conseil d'administration des collèges, vous avez les enseignants, vous avez l'administration, vous avez les parents d'élèves. Et puis, ma foi, s'ils souhaitent, nous, on propose, on dit, nous souhaitons installer la vidéoprotection. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? S'ils ne sont pas d'accord, on ne le fait pas, on ne l'impose pas. Ce qu'on impose, bien sûr, c'est les systèmes d'alarme anti-intrusion, les systèmes d'alarme qui ont été mis en place suite aux attentats. Donc là, de ce point de vue-là, tous les collèges sont protégés. On a revu les clôtures des collèges. On réinstalle des personnels là où ça nous paraît vraiment nécessaire en loge pour surveiller les entrées. Donc on ne fait pas rien, mais la vidéoprotection, comme je sais que c'est un sujet qui est sensible, je fais ça en concertation avec les collèges. Je crois que c'est ça aussi qu'on a réinséré, et la marque de fabrique de ce premier mandat, ça a vraiment été la concertation avec tous nos partenaires, et ça, bien évidemment, on va continuer. Alors la rentrée était aussi marquée par l'arrivée du pass sanitaire, avec d'ailleurs la possibilité de se faire vacciner au sein des établissements scolaires. Ça fonctionne en lycée, je crois que c'est prévu aussi pour les collèges. Bien évidemment, hein, puisque la vaccination est maintenant obligatoire pour tous les enfants de plus de 12 ans, donc au collège également. Nous avons travaillé avec l'Éducation nationale et avec l'ARS là-dessus, parce que le département ne décide pas, hein, le département applique la loi, nous sommes des facilitateurs. Donc l'Éducation nationale demande l'autorisation aux parents, puisque ce sont les parents qui restent responsables de leurs enfants. À partir du moment où il y a cette autorisation, eh bien, soit sur un collège, il y a énormément de collégiens vaccinés, et on peut imaginer avec le SDIS, avec les pompiers ou avec d'autres moyens vacciner les enfants sur le collège. Mais ce qu'on fait plus fréquemment, c'est qu'on organise des systèmes de cars pour les emmener sur un centre de vaccination. Voilà, la vaccination des plus de 12 ans maintenant est devenue obligatoire, en tout cas souhaitée, due à l'application du pass sanitaire. Donc on va avancer dans ce sens-là et on l'accompagne. Une vaccination obligatoire qui a du mal à passer auprès de certains. Il y avait notamment cette semaine, on les voit en image, des soignants qui manifestaient devant le CHU de Grenoble mercredi, puisque ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont plus le droit de travailler. Vous êtes favorable à cette mesure d'obligation contraignante? Écoutez, moi je suis peiné quand je vois ça. Très sincèrement, ce que j'éprouve, c'est beaucoup de peine. Parce qu'on est au pays de la vaccination. Je prends toujours cet exemple. Quand les Français ont quitté le Vietnam, la ville de Saigon, qui s'est transformée en Ho Chi Minh Ville, était une ville avec toutes les rues avaient des noms français. Et bien évidemment, quand les Français sont partis, toutes les rues ont été rebaptisées, sauf trois. 3 noms ont été gardés: Pasteur, Yersin et Calmette. Les 3 inventeurs de la vaccination. Et quand je vois ça, quand je vois des soignants qui manifestent contre la vaccination, je suis peiné. Après, si vous voulez, la vaccination n'est pas obligatoire dans le pays. Vous avez dit vaccination obligatoire? Non. Et je pense que le problème, il est là, en fait. Moi, je crois qu'il aurait été préférable de dire que la vaccination était obligatoire pour tout le monde, en arrêtant de faire des catégories. Vous savez, c'est un peu le même problème que le quotient familial. Les gens en ont assez des catégories. Pourquoi moi, je dois me vacciner alors que lui ne doit pas se vacciner? Donc, on aurait rendu la vaccination obligatoire pour tout le monde. Au moins, on était sur des arguments scientifiques, parce que la vaccination, et particulièrement les soignants, sont informés. Dans les services de réanimation, 85% des gens qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés. Après, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut. Quand on m'explique les effets secondaires des vaccins, aujourd'hui, on a vacciné 50 millions de personnes dans le pays. Expliquez-moi où sont les effets secondaires. Par contre, moi, les effets secondaires de la Covid, je les connais parfaitement. Ça, on les connaît parfaitement et on connaît parfaitement les risques. Donc, si vous voulez, sur la vaccination, on peut avoir des arguments qui sont tangibles. Par contre, sur le pass sanitaire, sur l'obligation de la vaccination de certains ou d'autres, là, pour le coup, vous ouvrez un champ de discussion que moi, je considère légitime. Pourquoi eux plus que moi? Pourquoi un pass sanitaire? Par qui va-t-il être contrôlé? Enfin, tout ça, c'est des questions qui ouvrent un débat qui est sans fin. Et c'est pour ça que moi, j'aurais franchement préféré qu'on mette une vaccination obligatoire pour tout le monde. Et puis après, ma foi, on aurait eu les mêmes dans la rue.
on aurait les mêmes, peut-être un peu moins, parce qu'il y a des gens qui disent quand ils sont interviewés, attendez, moi je ne suis pas contre la vaccination, je suis contre le pass sanitaire. Deux choses qui sont différentes. Donc moi je suis pour la vaccination. Pass sanitaire, ça a été un moyen qui a permis de faire en sorte qu'on soit 50 millions de personnes vaccinées. Voilà, moi, écoutez, le moyen, il peut rester discutable. Le résultat aujourd'hui, plus de 50 millions de personnes vaccinées. Il faut encore aller au-delà. C'est le seul moyen de sortir de cette crise. Bon, c'est le pharmacien qui parle. C'est aussi, ben oui, c'est aussi votre métier avant de faire de la politique. C'est aussi le pharmacien qui parle. C'est aussi vraiment ce que je regrette, c'est que notre pays n'a plus de culture scientifique. Notre pays n'a plus de culture scientifique. Les gens, on explique des choses. On est dans cet esprit du complot permanent où on veut empoisonner les gens. Mais enfin non, la médecine, la santé, ça a toujours été au service du progrès et de l'amélioration de la qualité de vie. Enfin, franchement, vous voyez, je ne suis même pas en colère. Quand je suis allé, c'est même pas de la colère, c'est vraiment de la peine, de l'incompréhension, et de dire aux gens, mais enfin, arrêtons. Bon, l'Italie vient de mettre en place la vaccination, on va dire obligatoire, en tout cas pour tout le monde de l'entreprise et du travail. On a vu que ça aurait été aussi un souhait de votre côté. Est-ce que tous vos élus sont vaccinés? Vous avez vérifié? Il faut le pass sanitaire pour venir au conseil départemental en assemblée? Vous voyez, vous posez la bonne question. Aujourd'hui, ceux qui doivent être vaccinés au conseil départemental, c'est ceux qui sont en contact avec le public. On crée une catégorisation des populations. Et c'est ça qui est dommageable. C'est ça qui est dommageable. Arrêtons de catégoriser les populations. Tout le monde doit se vacciner. Tout le monde. Alors on évoquait ceux qui refusent ça, qui peuvent parfois aller jusqu'à certains extrêmes. Il y a eu des centres de vaccination vandalisés depuis plusieurs mois. Le dernier, il y a quelques jours dans Grenoble. C'est un centre que vous gérez, vous, oui. Au département? Oui, c'est un centre que nous gérons. Quand je vois les inscriptions... et vous voyez, je lisais les inscriptions et je disais avec une attention particulière le mot abattoir. C'est un mot qui s'orthographie difficilement. Il n'y a pas de faute. Ne pensons pas que ceux qui écrivent ça sont des gens non instruits. Au contraire, ce sont des gens qui ont une belle instruction. Et quand j'en discutais au centre de vaccination que j'ai visité, où on a des publics précaires, je demandais quelle était l'ambiance avec ces publics. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que les gens sont heureux qu'on prenne en considération leurs difficultés, sont heureux de pouvoir avoir accès à un vaccin qui les protège. Le vaccin les protège. Et on a en face de nous toute une... Vous savez, ce qui est écrit sur le bâtiment est choquant. Mais moi, j'ai vu un reportage où une personne à visage découvert se faisait interviewer, un ingénieur de 55 ans, instruit donc, qui a osé dire publiquement que lui, de toute façon, il était contre la vaccination, il était contre le pass sanitaire, parce qu'il en avait marre de vouloir protéger des gens de 90 ans qui, de toute façon, 3 mois après, seraient morts. Comment peut-on, aujourd'hui, dans notre pays, oser donner la parole à des gens comme ça? C'est ça qui me choque. C'est, oui, liberté, égalité, oui, liberté, égalité, fraternité. La vaccination, c'est le premier signe de la fraternité. Je me protège et je protège les autres. Bon, là-dessus, vous êtes en accord avec Olivier Véran, le ministre de la Santé. On ne peut pas être en désaccord sur tout. Surtout, si j'en parle, c'est qu'il est isérois d'origine. Vous le côtoyez évidemment depuis de nombreuses années, puisqu'il a été député comme vous à l'Assemblée nationale. Je l'ai vu évoluer. Vous l'avez vu grandir. Grandir, je ne sais pas. En tout cas, évoluer dans ses positionnements politiques. C'est vrai qu'il était au Parti socialiste avant de rejoindre la République en marche et de finir au gouvernement. Finir, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il y est. Quel regard vous portez sur son parcours? C'est encore un jeune élu de... Si vous voulez, si je voulais avoir un regard un peu caustique sur Olivier Véran et en toute amitié avec lui, je dirais que c'est quelqu'un qui a des convictions chevillées au corps. Parce qu'entre les positions qu'il défendait à l'Assemblée nationale, quand j'étais avec lui sur les bancs de l'Assemblée nationale, lui dans la majorité de François Hollande et moi dans l'opposition, parfois je trouve qu'il a bien évolué, mais peut-être aussi dans le bon sens. Là, on le voit il y a quelques jours à Grenoble, à la fête du FCG Rugby, une fête de début de
de saison, il jouait d'une belle cote de popularité, Olivier Véran. Ah ben je sais, oui, vous me le dites, je vous crois. Oui, il est certainement très populaire sur le secteur et à Grenoble. C'est vrai que d'avoir un ministre grenoblois, c'est toujours une fierté pour un territoire. Et je pense qu'il cultive effectivement cette popularité, d'autant plus que la saison, non pas rugbyistique avance, mais plutôt législative. Il y aura des échéances, effectivement, dans quelques mois. On en reparlera tout à l'heure. Et vous aviez l'impression qu'il était en campagne, là, en train d'enfiler le maillot du FCG en tout cas, ce n'était pas pour défendre son programme de la santé au niveau gouvernemental. Mais bon, mais après tout, c'est le jeu. Enfin, je veux dire, il va bien falloir que le ministre Véran atterrisse au moment du renouvellement législatif. Donc, bien évidemment, il est dans son jardin, donc il vient faire campagne, mais c'est pas choquant, ça fait partie de la vie. Voilà. Effectivement, il est encore ministre pour quelques mois au mieux. Oui. Après, ça dépendra des futures élections présidentielles et législatives. Dans l'actualité de cette rentrée, alors c'est beaucoup plus loin de nos bases, mais il y a le retour des talibans en Afghanistan qui pourrait avoir des conséquences ici sur nos territoires, avec l'arrivée éventuellement de migrants. Plusieurs villes iséroises se sont portées candidates pour accueillir des migrants. Quelle est la position du département sur ce dossier ? Écoutez, moi, il faut reconnaître que ce qui se passe est... Comment dire ? On a l'impression d'un grand retour en arrière. C'est 20 ans en arrière, on revient au point de départ. C'est vrai que beaucoup s'interrogent, que ce soit d'ailleurs militaire ou politique, de dire mais au final, tout ça pour ça, quoi. 20 ans de guerre, 20 ans de morts, 20 ans de blessés, 20 ans à essayer de faire en sorte que le pays s'affranchisse de ce risque taliban et d'extrémisme religieux. Et au final, on revient au point de départ. C'est inquiétant. Alors bien sûr, tout ceci déclenche des migrations. Un peu dans le désordre, il faut bien reconnaître. Je ne sais pas si on a pu rapatrier tous ceux qui nous ont aidés pendant cette période de 20 ans, parce que pour eux, la situation est très difficile. Après, on sait pertinemment, et j'espère que les contrôles sont effectués quand même, parce que quand vous avez des avions, des charters entiers qui viennent chez nous, bien, il faut bien être sûr de ceux qui rentrent dans le pays. Après, que des maires veuillent accueillir ces personnes, moi, je trouve que c'est très bien, bien évidemment. L'accueil des mineurs migrants sans papier fait partie normalement des compétences des départements ? Il faut bien distinguer deux choses. Là, vous avez des gens qui quittent un pays pour des raisons politiques, donc qui arrivent dans le pays, donc il y a les parents. Moi, quand je regardais les avions, d'ailleurs, c'était parfois un peu surprenant, il y avait beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes. Dans les images qu'on a vues, il n'y avait pas forcément beaucoup d'enfants non plus. Donc, c'est des familles qui arrivent. Le département, lui, a en charge les mineurs, c'est-à-dire le mineur... isolé. C'est l'ancienne appellation. Aujourd'hui, on est sur mineurs non accompagnés, MNA, mineurs non accompagnés. Donc, effectivement, si un mineur non accompagné arrive sur le territoire, il rentre dans les compétences du département où il y a une évaluation et ensuite il est pris en charge par la protection de l'enfance. Ça fait partie du volet des politiques sociales de solidarité que vous évoquez. Complètement. La mission importante et principale en termes de budget d'un département. C'est une des parties de la protection d'enfance et de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, c'est plus de 6 000 enfants qui sont suivis sur le département, c'est à peu près 180 millions d'euros, et les mineurs non accompagnés ne concernent qu'une petite partie de la protection de l'enfance. Sur le volet social, vous aviez expérimenté lors du premier mandat ce que vous avez appelé la réciprocité consentie. Les bénéficiaires du RSA, en échange de rémunération, travaillaient quelques heures ou... Oui, c'est pas tout à fait ça. La réciprocité, on a dit beaucoup de choses dessus. En fait, simplement, la réciprocité, c'est trouver des gens, des bénéficiaires de RSA, et leur dire, vous voyez, vous avez des compétences, vous avez des capacités, il faut reprendre le chemin de l'emploi. La réciprocité, c'est simplement ça.
Et nous, on le fait au niveau de nos collèges. On a des structures de renfort pendant la crise Covid. On a renforcé nos équipes. On le fait avec des organismes d'insertion où on prend des gens quelques heures par semaine. Parce que vous savez, la réinsertion, c'est pas facile. Il ne faut pas croire que vous avez quelqu'un qui est au RSA. Vous allez dire, venez travailler à plein temps. Et ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que les gens reprennent pied et y aller progressivement. Et ça fonctionne. Nous, ce qu'on a fait, début du mandat 2015, 25 000 demandeurs du RSA. Juste avant la crise, on est tombé à 22 000. La crise est revenue, on est passé à 25 000. La crise Covid, 25 000. Et là, moi, je suis heureux parce qu'il est en train de se passer ce que j'espérais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'activité économique est repartie, on est revenu aux 22 000 d'avant la crise. Donc ça veut dire que ce principe de réciprocité qui est simplement de dire aux gens, on a confiance en vous, on veut bien vous accompagner quelque temps parce que tout le monde peut avoir un problème comme ça. Dans chaque famille, quelqu'un peut avoir un problème de travail. Et à un moment, c'est de dire, voilà, on vous a accompagné, mais il faut aussi que vous fassiez l'effort de reprendre le chemin du travail. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On y arrive, même sur des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Moi, j'ai confiance dans l'humain. Vous aviez été retoqué par le tribunal administratif sur cette mesure. Vous avez moins confiance dans la justice administrative du pays ? Écoutez, moi j'ai confiance dans la justice de mon pays, jusqu'à ce que j'y sois confronté. C'est généralement ce qu'on rajoute. Non, je plaisante, mais oui, bien sûr qu'on peut avoir confiance. Après, on a des oppositions, mais sur tous les sujets, qui, quand il y a un désaccord, préfèrent régler ça devant les tribunaux plutôt que politiquement. Voilà. Mais ceux qui avaient été retoqués sur la réciprocité, c'est le Haut-Rhin. Nous, on n'a pas été retoqués sur le principe de réciprocité tel qu'on l'avait mis en œuvre. Donc, il va se poursuivre sur ce qui va se poursuivre, qui va s'adapter aussi en fonction. Vous savez, ce qu'on a décidé en 2015, c'était il y a 6 ans. Si certains pensent que la société n'a pas changé en 6 ans, moi, j'en fais pas partie. On est en 2021, en 6 ans, la société elle a énormément évolué et c'est à nous adapter. La société, elle ne s'adaptera pas au fonctionnement du département. Ça, c'est une certitude. C'est à nous adapter à l'évolution de la société. Alors, parmi les promesses de campagne, les 10 engagements que vous avez pris pendant la campagne, il y en a un qui concerne aussi beaucoup de monde, c'est le retour de la limitation de vitesse à 90 km/h sur les routes du département. Elles sont aujourd'hui à 80 km/h. Ça va être une décision nationale il y a quelques années du gouvernement d'Édouard Philippe. Comment ça va se passer ? Vous allez tenir cet engagement ? Bien sûr, mais on tient tous nos engagements. Vous savez, moi, je suis très attaché à la parole donnée. On va le faire, même si on sait que c'est compliqué. Et on va le faire de meilleure manière que ce qu'a fait le gouvernement, parce que le gouvernement, quand il l'a décidé de manière unilatérale, sans aucune étude. Il y avait des expérimentations en cours, elles n'ont pas été achevées. Ça a été une décision. Bon, on l'a acceptée. On respecte la loi, c'est normal. Avec le recul, ce n'était pas une bonne décision, selon vous ? Non, moi je considère toujours que ce n'est pas une bonne décision. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé les choses, on a traité tous les départements de la même manière, sans discussion, surtout pour revenir après à une loi qui nous autorise à revenir sur cette décision. Ce qui crée une cacophonie au niveau national. Nous, on l'a constaté, puisqu'on a des départements voisins qui sont revenus aux 90 km/h. Enfin, l'automobiliste, il ne sait plus à quelle vitesse rouler. Donc, ce qu'on va faire, on va faire les choses dans l'ordre. Il y a une commission qui va se réunir début novembre avec la direction départementale des territoires, c'est-à-dire avec l'État, pour qu'on fasse une première partie, j'allais dire, avec l'accidentologie, parce qu'il ne s'agit pas de remettre tout à 90 km/h sans réfléchir. Nous, notre volonté, c'est de dire sur les axes où il n'y a pas de risque, on peut rouler à 90 km/h. Moi, je préfère qu'on fasse ça et que sur les zones accidentogènes, sur les zones à risque, on passe une limitation à 70 km/h. Au moins, c'est clair, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit vous êtes à 90 parce qu'il n'y a pas de risque, soit vous êtes à 70 parce qu'il y a un risque. Et il faut que tout ça soit quantifié et surtout que l'automobiliste comprenne. Qui disent, oui, là, effectivement, c'est 70 parce que c'est dangereux. Et 90 parce qu'il n'y a pas de risque. Voilà, c'est ça vraiment la philosophie. On n'est pas des fous de vitesse. Quand on dit que la vitesse est responsable des accidents, oui, c'est vrai, mais la très grande vitesse. Au-dessus, de toute façon, des limitations. Au-dessus, de toute façon, des limitations. On aura toujours des gens qui ne respecteront rien. Aujourd'hui, les accidents de la route, quand vous regardez la circulation, les gens ne mettent plus de clignotants, les gens doublent à droite.
il y a aussi un vrai sujet sur la protection et la sécurité routière. Alors, dans l'agglomération grenobloise, et notamment dans Grenoble, c'est ni 90, ni 80, ni 70, c'est 30 km/h la limitation de vitesse. La ville qui s'était portée candidate pour expérimenter ça, ça a fait école, puisque Paris vient d'y passer. Ce qui a fait école, c'est surtout les élections dans les autres métropoles qui se sont toutes verdies. Parce que le 30 km/h, oui, alors il y a des questions de sécurité. Les vélos vont à beaucoup plus que 30 km/h, donc il faudra aussi les limiter, puis demander à ce qu'ils respectent le code de la route. Ça, c'est un point. Et puis aussi, j'ai lu une étude récente qui dit que rouler à 30 km/h est plus polluant que de rouler à 50. Alors, il faudra que je retrouve les termes exacts de cette étude, mais en fait, qui m'a intéressé, ou en tout cas interpellé. Voilà, 30 km/h dans les centres-villes, pourquoi pas. Après, écoutez... moi, je demande à chaque automobiliste de bien regarder son compteur. D'ailleurs, ça va être assez pénible parce que 30 km/h, c'est vraiment pas vite. Alors, pour moins polluer encore le centre-ville, il y a la solution un peu radicale de ne pas rouler du tout. L'agglomération grenobloise qui est aussi en train d'expérimenter la ZFE, les zones à faible émission. En fonction du critère de pollution de sa voiture, on a le droit ou pas de rouler en centre-ville. Aujourd'hui, les critères 4 et 5 n'ont pas l'autorisation normalement de circuler en plein cœur de Grenoble. Dès 2022, ce seront les vignettes critères 3 qui ne pourront pas non plus circuler. Ça s'applique sur 27 communes de l'agglomération. C'est une bonne chose? Ça va dans le bon sens? Ouais, écoutez, moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez toute une catégorie de la population qui a des véhicules qui restent anciens, qui n'ont pas les moyens de changer ces véhicules, qui sont des véhicules parfois diesel. Ils n'ont pas les moyens de les changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette population? Deuxième chose, sur l'accès au centre-ville, quel véhicule? Véhicule électrique, véhicule hybride? Pourquoi pas? Ils sont coûteux. Ils sont essence, ils consomment beaucoup plus, donc beaucoup plus de frais de fonctionnement pour les familles. Ensuite, sur l'électricité, mais très rapidement, parce que c'est vraiment un sujet de fond, quelle électricité? Qu'est-ce qu'on fait des centrales nucléaires? Parce qu'il va bien falloir alimenter tous ces véhicules électriques. Qu'est-ce qu'on va faire des batteries dans 20 ans? Moi, j'aimerais quand même qu'on évoque un peu tous ces sujets. Je ne voudrais pas qu'on soit uniquement sur quelque chose de marketing. Si on veut vraiment faire quelque chose d'efficace pour le changement climatique, la première chose à faire, c'est l'isolation des bâtiments. Nous, au niveau du département, c'est ce qu'on fait. On va isoler notre bâtiment. C'est 12 millions d'euros d'investissement parce qu'on a un bâtiment qui est une passoire énergétique. Je peux vous assurer que sur les ZFE, si toutes les administrations publiques, pour en cibler quelques-unes, par exemple la mairie, faisaient cet effort d'isoler leurs bâtiments, je suis sûr que l'impact sur le climat serait bien plus fort que de limiter l'accès au centre-ville des véhicules. Et c'est ça, si vous voulez, moi je trouve que la voiture a toujours été le bouc émissaire de la transition écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, elle intervient. Je ne vais pas dire qu'elle n'intervient pas, ce serait malhonnête de ma part. Mais il n'y a pas que ça. Donc, traitons tout de manière équitable et pas tout mettre sur la voiture, parce qu'effectivement, c'est une décision qui coûte pas cher, qui coûte même rien, sauf à l'usager, sauf à la personne qui, elle, ne pourra plus venir travailler au centre-ville de Grenoble, qui habitera dans la Bièvre ou dans l'Oisans ou je ne sais où, qui n'aura pas des transports en commun à disposition. Alors, en matière de déplacement et de transport, le département est revenu dans le SMAG, qui est le syndicat qui gère les déplacements sur le Grand Grenoble, l'agglomération grenobloise, mais aussi le Voironnais, le Grésivaudan. Il y a beaucoup de collectivités qui sont dans cette structure. Parmi les grands projets que porte le SMAG, il y a une liaison câblée, là, pour le coup, qui ne pollue pas, entre Saint-Martin-le-Vinou et Fontaine, dans l'agglomération grenobloise. Comment vous vous positionnez par rapport à ce projet ? Peut-être quand même sur le SMAG, beaucoup de collectivités participent, mais pas toutes au même niveau. Le SMAG, c'est un syndicat un peu à la carte. Alors, le Grésivaudan participe, le Voironnais participe uniquement sur la compétence covoiturage. Nous participons sur nos compétences covoiturage, parking relais, choses comme ça. Donc là-dessus, c'est un premier point. Et le département participera aussi sur les pistes cyclables parce que c'était quelque chose d'important et ça fait partie de nos 10 engagements. Donc on sera avec le SMAG sur un certain nombre de sujets. Moi, sur le câble, mais pas surtout. Et j'allais dire surtout pas sur le câble.
Non pas que je sois contre le câble, mais ce projet, d'ailleurs, je l'ai toujours dit très clairement, et c'est aussi une marque de fabrique, hein, c'est de dire les choses très clairement. Le problème de l'entrée dans Grenoble est un problème nord-sud. La Cluse de Vorep, la circulation, elle est nord-sud. On nous propose un câble est-ouest, je ne vois pas ce qu'on va résoudre. C'est un investissement qui est très coûteux, hein, c'est 60 à 70 millions d'euros. J'entends que le SMAG a des projets qui me paraissent intéressants comme un RER métropolitain. On ne pourra pas tout faire. Donc 60-70 millions sur un câble, ou est-ce qu'on commence vraiment à se poser la question d'un RER métropolitain qui va coûter 200 à 300 millions d'euros et dont on ne sait pas comment on va le financer? Moi, je préfère qu'on arrive à avoir une priorisation des projets, même si le département est plus compétent dans les transports, hein, je le dis aussi. Tout ça a été transféré à la région. Il faudra aussi que la région nous dise ce qu'elle souhaite faire. Donc, je vois les images, tout ça est très sympathique. Hein. Est-ce que ce sera réellement efficace? Moi, j'en doute. Donc vous n'abonderez pas, vous ne financerez pas ce projet? Moi, très clairement, aujourd'hui, pour ce que je sais du projet, j'ai dit très clairement que le département ne participera pas au financement. Mais alors pourquoi les élus y croient tant que ça? Ils doivent avoir très certainement de bonnes raisons, il faudra les questionner. On leur posera évidemment la question, c'est l'objet de cette émission qui aura lieu toutes les semaines. Le câble, on en parle aussi pour les transports valléens en montagne, oui. Les ascenseurs valléens. Les ascenseurs valléens, ça c'est intéressant. Par exemple, vous voyez, on a des projets, il y a un projet pour le Bourdoisan jusqu'à l'Alpe d'Huez. Oui, ça c'est intéressant, parce qu'on peut avoir des liaisons ville-station par du transport en commun qui arrive sur un câble, qui emmène les gens à la station. Là, on fait une vraie économie en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, on a une action, il y a quelque chose. Là, on voit les images de la construction de l'Odol Express, allemand. Oui, voilà. Il y a un des premiers transports valléens qui a été inauguré en Isère. À une époque, pour parler des transports câblés de l'agglomération, il y avait l'idée d'un câble entre Grenoble et Champs-Rousse, donc station de ski. Ça, c'est un projet que vous pourriez soutenir au sein du SMAG? J'ai toujours dit que c'était un projet intéressant. Après, on est sur des sujets où il faut vraiment étudier le bénéfice. Sur un câble Grenoble-Champs-Rousse, qu'est-ce au quotidien, on économise comme véhicule sur la route? Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir simplement un télésiège pour monter et faire du ski l'hiver à Champs-Rousse, même si c'est une bonne chose, hein, parce que ce serait l'idéal. Hein, quand j'étais étudiant à Grenoble, ça aurait été pratique et ça aurait été le rêve. Hein, mais bon, et voilà. Et non, mais c'est des investissements qui sont lourds, qui méritent d'être raisonnés. Il faut regarder l'intérêt économique, il faut regarder l'intérêt climatologique, il faut regarder l'intérêt social de tout ça. Enfin bref, il faut regarder l'intérêt du développement durable de ces projets. Pour parler déplacement et tourisme, puisqu'on est dans le câble et les stations de ski, le petit train de la Mure a redémarré cet été. Alors avec un petit peu de difficulté à l'allumage, ça faisait plus de 10 ans qu'il était à l'arrêt, ce train touristique. C'est de gros projet. Le petit train de la Mure, c'est 26 millions d'euros d'investissement pour le département. On est avec un partenaire privé. Il y a eu énormément de travaux faits sur la ligne. Jusqu'au dernier moment, tout le monde pensait que le petit train ne repartirait pas. Il est reparti. Bon, ça a été long, ça a été compliqué, ça a été difficile. On a obtenu les autorisations administratives le 9 juillet, hein, quelque chose comme ça. Donc, on a vraiment été... ça a été compliqué, mais c'est un sujet qui était compliqué. Mais ça fait plaisir de le voir rouler. Il a été plein à 70% pendant l'été. On a transporté plus de 10 000 personnes. Regardez, les vues sont magnifiques, c'est extraordinaire. Il y a quelques ajustements à faire après ces quelques mois de mise en fonctionnement. Et puis là, on a eu malheureusement encore un incident où le petit train a déraillé, mais rien de grave. C'était vraiment un incident technique. C'était pas un déraillement. Enfin, c'est un déraillement, mais mineur. Et d'ailleurs, il doit repartir demain. Donc voilà, c'est le calage et c'est le redémarrage d'une belle aventure pour un plateau qui le mérite, parce qu'il y a une histoire forte. Sur le plateau mathésin. Alors, c'est le département qui a financé, qui est propriétaire de l'équipement. C'est une structure privée qui l'exploite. Vous avez votre mot à dire, par exemple, sur les tarifs. Ça peut paraître un peu cher. Alors, ça peut paraître un peu cher. 25 euros l'aller. Ça fera partie des... Après, si vous voulez, on est sur une société
la société qui gère le petit train est une société commerciale. Donc il faut nous, on peut avoir des demandes, hein, et bien évidemment, moi, j'aurai toujours la demande que ce soit moins cher. Après, il faut équilibrer les choses. Mais voilà, on a un premier retour de cette saison. Hein, je crois qu'il faut, et le gestionnaire le délégataire, sera sûrement d'accord avec moi pour dire qu'il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on regarde. Moi, j'ai envie que ce petit train, avec l'investissement qu'il représente pour le département, soit vraiment le fer de lance de notre politique touristique aussi, avec d'autres choses. Avec d'autres choses comme les musées, il y en a beaucoup dans le département. Il y en a un nouveau depuis cet été à Vif, hein, le musée Champollion, dont on voit là quelques images le jour de l'inauguration. Un musée qui a bien fonctionné d'ailleurs pour ses premières semaines d'activité. Ah oui, un musée, moi je suis très très heureux parce que vous savez, quand vous découvrez, moi j'ai découvert en 2016 la maison vraiment dans le détail, hein, je connaissais son existence, mais quand j'ai vu l'état d'abandon de ce lieu avec une possibilité d'ouvrir un musée autour de la personne de Champollion, avec tout ce qu'il représente sur l'égyptologie, j'ai dit on ne peut pas laisser ça dans l'ombre. Et voilà, on l'a fait en 4 ans, c'est un record. Hein. Mais moi j'aime bien les choses, quand on les décide, on les fait, et on a un mandat pour le faire, donc on l'a fait sur Vif avec Champollion. On va le faire à Vienne, donc ce sera un 12e musée départemental. Hein. C'est sympa, si on arrive à ouvrir un musée par mandat, écoutez, je crois qu'on aura bien travaillé. Musée de l'histoire de Vienne. Vienne est une ville remarquable. Hein. Alors je dis ça à Grenoble, c'est un peu loin, mais j'invite les Grenoblois à aller visiter Vienne, qui est une ville remarquable d'histoire. Alors gallo-romaine, bien sûr, tout le monde le sait, mais aussi une très forte histoire médiévale. C'est ce qu'on va mettre en avant. Ce sera un projet magnifique et on va le réaliser dans le mandat. Comme on va transférer aussi, c'est un autre projet patrimonial fort, le musée de la Résistance au Palais du Parlement, dont la rénovation va commencer là dans les mois à venir. Le musée de la Résistance qui est rue Hébert à Grenoble et qui donc va prendre l'échéance pour ce déménagement. Écoutez, là on va commencer la rénovation du Palais du Parlement. C'est une rénovation lourde, hein, très encadrée d'un point de vue bien sûr patrimonial. On travaille avec la DRAC. Les salles historiques restent propriété du département et donc nous on va intégrer dans ce grand bâtiment le musée de la Résistance qui va passer de 1000 m² à 1400 m², parce que je crois que c'était important aujourd'hui, et surtout avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit, que le musée de la Résistance et de la déportation, qui retrace cette période sombre de notre histoire, puisse être encore mieux agencé. À la place Saint-André, en plein centre-ville de Grenoble. Dans l'actualité de la semaine, il y avait également le premier tour de la primaire écologiste. On n'a pas encore le verdict, mais avec 122 000 inscrits, c'est une belle réussite. En tout cas, les Verts en étaient très satisfaits. Comment vous avez regardé ce processus chacun se satisfait de ce qu'il entend se satisfaire. Hein. Je crois que les primaires de droite avaient réuni plus d'1 million de personnes. Donc, bon, écoutez, c'est bien. Hein, si avec 122 000 personnes, ils vont désigner le candidat à la présidence de la République, bon, je trouve ça extraordinaire. On n'est pas... on va dire que c'est de la démocratie participative à périmètre restreint. Donc, bon, il ne faudrait pas qu'on tombe dans une oligarchie, mais en tout cas, écoutez, c'est bien déjà, 122 000 personnes pour désigner le candidat à la présidence de la République. Je trouve ça intéressant. Je vous sens un peu taquin là-dessus. Parmi les candidats, il y a évidemment Éric Piolle, le maire je l'avais pas remarqué. De Grenoble, je vous le confirme. Et c'est une bonne chose qu'un élu du territoire, on parlait d'Olivier Véran tout à l'heure, qu'un élu du territoire veuille se présenter à la présidentielle. Ça fera parler de toute façon, d'une façon ou d'une autre, de notre région. Oui, on va parler de nous. Hein. J'attends de voir le résultat de la primaire. J'espère qu'Éric Piolle fera un résultat à la hauteur de ses espérances et à la hauteur de ce que représente Grenoble au niveau national. Enfin, j'espère que le résultat sera bon, sinon on pourra toujours l'interpréter. Non, très sérieusement, moi je ne porte pas de jugement. Chacun est libre, bien évidemment, de se sentir la capacité d'être président de la République. Éric Piolle se sent la capacité d'être président de la République. Écoutez, ma foi, je lui souhaite bon courage. Une autre primaire qui vous concerne peut-être plus directement, c'est celle qui se dessine du côté des Républicains. Oui. Est-ce que d'ailleurs c'est la meilleure solution pour désigner un candidat
Écoutez, je ne sais pas s'il y a une bonne solution. Quand il y a beaucoup de gens qui se sentent la capacité à être président de la République, parce que ce que je disais pour Éric Piolle, ça existe aussi partout. Hein, bien sûr, hein, vous avez toujours des gens qui pensent avoir la capacité à être président de la République, ce qui est extraordinaire. Donc nous, pour le moment, il y en a 5, je crois, 6. 5 candidats. 5 candidats, plus un à l'extérieur. Donc vous voyez, on ne manque pas de talent. Il faut bien les départager. Après, il faut que tout le monde joue le jeu. S'il y en a un qui ne joue pas le jeu, tout ça ne veut plus rien dire. Donc moi, j'attends de voir si c'est 5, 6 candidats ou plus, hein, parce que vous savez, on commence. Hein, on peut encore avoir quelques surprises. Alors je vous rassure, hein, je suis pas candidat. Je ne me sens pas la capacité à être président de la République, je l'avoue avec beaucoup d'humilité. On verra. En 2016, vous aviez soutenu Nicolas Sarkozy sur la primaire précédente. Là, vous avez déjà votre poulain, votre favori qui vous allez soutenir pas du tout. Moi, j'attends. Écoutez, vous êtes convaincu par aucun. Il y en a aucun qui se détache. Moi, j'attends quand même de voir ce qu'on va nous proposer, parce que j'aime bien les hommes, j'aime bien les femmes qui se présentent. Ils ont tous des qualités très certainement. J'attends de voir ce qu'ils proposent pour le pays. Avant de se prononcer pour quelqu'un, moi j'attends de voir ce qu'on va me proposer. Pour le moment, les programmes m'ont pas l'air complètement établis. Bon, après la présidentielle, il y aura les législatives, on l'évoquait avec Olivier Véran. Le département est à droite, mais aucun député de votre parti ne figure en Isère. Comment vous appréhendez ce scrutin? Vous y pensez déjà? Vous pensez qu'éventuellement des élus de votre assemblée vont partir aux législatives? Vous les encouragez à ça? Ce qui est sûr, c'est que je l'appréhende avec sérénité. Rien à perdre. Sérénité parce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous on a 6 ans et 9 mois. Donc on va avoir 2 législatives, 2 présidentielles pendant ce mandat. Donc on va regarder comment les choses évoluent. Voilà, pour le moment, oui, il n'y a pas de député en Isère de droite. On va regarder tout ça et voir si on a des talents aussi de notre côté qui vont se lancer dans la bataille. On ne va pas en manquer, hein, c'est certain. Hein, donc tout ça va se mettre en place tranquillement. Les législatives, vous savez, c'est quand même une conséquence très directe des présidentielles. Ensuite, tout dépend le candidat de droite qui va être choisi, et puis tout dépend l'émulation qu'il va pouvoir créer autour de sa personne. C'est-à-dire qu'il va falloir un président de la République, il faut aussi un Parlement qui le soutienne. Hein. Bon, on dirait, c'est comme ça que ça se passe depuis que le septennat est devenu quinquennat, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, puisqu'on a plutôt une Assemblée nationale qui ratifie des projets de loi gouvernementaux. Donc au final... Juin 2022 pour les législatives, on a effectivement encore un C'est bien petit ça, peu de temps. on a encore un peu de temps pour en reparler. Pour en discuter, et ce sera l'occasion d'une prochaine émission. Il nous reste 2 minutes, Jean-Pierre Barbier. On va essayer de finir à chaque fois par une petite carte blanche, un sujet, quelque chose que vous avez envie d'aborder pour finir ce premier rendez-vous politique. Vous savez, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'en politique, on peut parler de beaucoup de choses. Il y a une chose, une valeur, une vertu qu'on n'évoque pas suffisamment, c'est la bienveillance. Moi, j'ai essayé pendant ces 6 années, et ça, je vais continuer à le faire, c'est à être bienveillant et apporter cette bienveillance à tous. Parce que dans bienveillant, il y a 2 sens. Il y a le fait de bienveiller, d'être attentif et de dire, quand on est président d'un département, il faut être attentif à la détresse des autres, à la détresse sociale. Il faut être attentif à la détresse des territoires. Et on y répond par la solidarité. Et puis après, il faut être bienveillant en traitant les choses avec bienveillance, en se disant qu'est-ce que je vais faire sans dogmatisme, sans volonté de porter forcément une idée, mais simplement avec la volonté d'améliorer la situation des communes, améliorer la situation de nos concitoyens. Enfin, moi, c'est ça. Enfin, ce qui me motive dans mes mandats et dans les mandats que j'ai toujours portés, c'est ça, c'est la bienveillance que l'on peut porter aux autres. Donc, un thème, à mon avis, qu'on devrait plus souvent entendre et que les hommes politiques devraient porter plus souvent. Ouais, je ne sais pas si avec la campagne présidentielle qui se précise, le terme va être mis en avant, mais on verra. On verra. On aura peut-être des surprises. Dernier petit exercice, Jean-Pierre Barbier. L'invité la semaine prochaine à votre place, ce sera Émilie Chalas, députée de l'Isère et de Grenoble surtout, de La République En Marche. Le jeu cette année, ça va être... pour faire un petit lien d'une émission à l'autre, de demander à l'invité qui précède de poser une question à mon invité de la semaine prochaine. Alors, je vous laisse regarder la caméra. Elle est là, Émilie Chalas, elle vous regardera la semaine prochaine. Elle me regardera la semaine prochaine. Et je vous laisse lui poser une question. Mais écoutez, Émilie, je vais vous poser une question un peu piquante, mais connaissant votre caractère, vous n'aurez aucune peine à répondre à cette question. C'est, pensez-vous faire plus de 14% aux législatives ?
Voilà, elle nous répondra la semaine prochaine. 14% parce qu'elle avait fait un petit peu moins aux dernières municipales sur Grenoble. Je lui donne une marge de progression. Voilà, elle avait fait 13,75. Donc effectivement, vous êtes généreux, Jean-Pierre Barbier. Merci en tout cas d'être venu pour ce premier numéro du QG politique. On se retrouve avec Émilie Chalas donc la semaine prochaine.